groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne vous présente sa chronique hebdomadaire. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, un peu en retard, ce n'est pas de ma faute, c'est la technique. Je suis tout seul, Jean-Jacques Brière, et je vais vous parler, suite à un des débats qu'il y a eu dans le congrès de cette année à Creil, qui vient de se terminer, la question à l'étude qui a été posée l'an dernier au congrès de Nancy et qui s'intitulait « La PMA et la GPA sont-elles des nouvelles libertés à conquérir ou faut-il en rester à l'actuelle législation en France ?» Je traduis PMA, procréation médicalement assistée, GPA, gestation pour autrui. Je le redirai dans le texte parce que ce n'est pas évident peut-être pour tout le monde. Donc cette année, une commission a travaillé sur la question à l'étude de cette année donc que je viens d'évoquer. Il a pris une résolution d'ailleurs, ce congrès. Donc je vais parler de ce qui a été évoqué, débattu, qui ne fait pas l'unanimité. C'est un débat de société actuellement et donc la GPA, donc la gestation pour autrui, nous a paru, je cite, donc nous a paru être un sujet digne d'intérêt car nous y avons reconnu les thèmes d'élection de la libre pensée, liberté de conscience, liberté du droit à disposer de son corps et en plus c'est une question sociale et philosophique. Donc, s'il est important de répondre aux désirs d'enfants d'un certain nombre de personnes, par contre, cela n'a rien à voir avec un prétendu droit à l'enfant, auquel la libre pensée ne souscrit pas. Aujourd'hui, c'est un constat, il naît des enfants dans le cadre de la gestation pour autrui, pratiquée légalement. Alors, c'est ce qu'on appelle les femmes porteuses, donc qui prêtent leur ventre, leur utérus à une gestation. Donc la GPA pratiquée légalement dans divers pays étrangers, ce qui pose un problème juridique relativement à l'état civil de ces enfants lorsqu'ils rentrent en France, lorsque les parents français récupèrent l'enfant. Sur ce point, la Cour européenne des droits de l'homme, alors je lis des sigles CEDH, mais personne ne sait ce que c'est si je ne traduis pas. Donc cette Cour européenne des droits de l'homme, ça vous en avez entendu parler, le 26 juin 2014, a condamné la France, ce qui oblige la France donc à modifier sa législation particulièrement restrictive en la matière. Et je notais que l'an dernier, lorsque la question avait été présentée au congrès de Nancy, nos camarades congressistes avaient rappelé que il y avait d'une part le refus du président de la République et du gouvernement de généraliser le droit à la PMA et de légaliser la GPA, et surtout qu'il cédait à des pressions de groupes religieux. Donc c'est toujours la même chose, il y a des groupes religieux qui disent, bon, comme ils ne voulaient pas d'ailleurs autrefois du droit à l'avortement pour les femmes, ou d'autres droits. Donc l'inscription à l'état civil d'enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger a été validée par la Cour de cassation le 3 juillet 2015 en France. Arrêt, je peux réciter l'arrêt. Alors, l'interdiction de la GPA en France a nourri et continue de favoriser un tourisme de procréation à destination de pays où cette technique de procréation médicalement assistée est légale. Et on compte au moins 2000 enfants qui ont été conçus légalement à l'étranger au moyen de la GPA et qui vivent actuellement en France sans pouvoir être inscrits à l'état civil, comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de 2011. C'est ce qui avait entraîné cette condamnation de la France. Donc, actuellement, on peut considérer que le législateur doit adopter, dans des délais brefs, un texte permettant de donner une véritable identité à ces enfants. Ainsi, en janvier 2010, il y a donc 5 ans, une proposition de loi a été déposée au Sénat. À l'époque, donc, l'exposé des motifs indiquait « La maternité pour autrui constitue probablement une pratique séculaire permettant de remédier à l'infertilité d'une femme, longtemps tolérée parce que pratiquée de manière occulte dans le secret des familles. » L'article 1er, donc c'est la présentation de l'article 1er de la loi présentée, modifie ainsi le Code de la santé publique afin d'inscrire la gestation pour autrui dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Elle deviendrait un instrument supplémentaire au service de la lutte contre l'infertilité sans que soit reconnu pour autant un droit à l'enfant.
Seuls pourraient bénéficier d'une GPA les couples composés de personnes de sexe différents. Donc ça, c'est le préambule l'exposé des motifs. Nous sommes en 2010. Depuis, des lois ont évolué, ont changé. Donc la libre pensée estime que le principe d'égalité en droit commande d'étendre à tous la possibilité d'accéder à la procréation. La GPA s'inscrit globalement dans le cadre de la PMA, de la procréation médicalement assistée. Effectivement, des actes de procréation médicalement assistée sont requis avant de mettre en œuvre une gestation pour autrui. Ces actes sont actuellement interdits par la loi française. Il sera donc nécessaire de mettre en place une PMA, procréation médicalement assistée, libérée du pouvoir décisionnel médical pour devenir sociétale. Les auteurs me renvoient à une intervention du docteur Joël Bellèche-Allard et ses collaborateurs qui s'appelle « Réflexion sur les indications sociétales de la préservation de la fertilité féminine, médecine de la reproduction ». C'est une revue gynécologique obstétrique de 2013. Donc on peut sur Internet retrouver le docteur Joël Bellèche-Allard. Et toutes ces interventions, c'est un médecin obstétricien qui a écrit et qui a un point de vue sur la question. Il faut donc qu'il y ait des règles précises qui encadrent la GPA. Tout particulièrement, il faut poser le principe suivant. Le patrimoine génétique de l'embryon ne comporte pas celui de la mère porteuse. Donc il faut modifier les conditions d'accès à la procréation médicale assistée. 2 avis, l'un du Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes, l'autre du Défenseur des droits, viennent de se prononcer en 2015 pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, considérant que le droit actuel est discriminatoire. La libre pensée souscrit aux conclusions de ces avis. Elle est favorable à cette évolution, à une évolution jurisprudentielle qui entraînerait la législation qui doit suivre. Les libres penseurs sont convaincus qu'il est indispensable d'avoir un cadre législatif afin d'éviter autant que faire se peut, d'une part, les risques, les abus et les dérives. Et c'est vrai que je pense, dans les débats que vous avez pu avoir sur le sujet, les gens disent, oui, on marchandise le corps des femmes. C'est donc cette dérive-là qu'il faut empêcher. Principalement les pratiques marchandes, le non-respect de la santé de la génitrice comme de l'enfant, et les GPA de convenance aussi. D'autre part, il s'agit de garantir les droits et la santé de la mère porteuse, tout comme ceux de l'enfant, et les droits des parents d'intention. Les dispositions suivantes donc sont préconisées, elles sont de nature à construire les bases de ce cadre législatif nécessaire. En droit français, le don des éléments du corps humain est volontaire, anonyme et gratuit, qu'il s'agisse du sang, des organes ou des gamètes. Toute convention contraire est nulle. Sur le fondement de ce principe qui paraît intangible, nous pouvons concevoir un dispositif qui permettrait la légalisation de la GPA. Ainsi, celle-ci ne pourrait pas reposer sur un contrat de gré à gré par lequel une femme, même à titre gratuit, accepterait de porter un enfant pour le compte d'un couple ou d'une personne inapte à conduire une grossesse. Les génitrices répondant à divers critères, alors femmes en âge de procréer ayant déjà eu au moins un enfant et dont l'état de santé physique et psychique constaté de manière régulière par des médecins est satisfaisant, donc ces critères seraient agréés puis inscrits sur un registre national par l'Agence de la biomédecine, en abrégé ABM, organisme d'État, j'insiste, organisme d'État compétent en matière de procréation médicalement assistée et de don d'organes. Les frais médicaux imputables au suivi de la grossesse et de l'accouchement seraient intégralement pris en charge par l'assurance maladie du régime dont dépendent les demandeurs d'une GPA. Ces derniers seraient tenus de prendre à leur charge les frais induits par la grossesse. Les génitrices bénéficieraient des dispositions habituelles en matière de retraite concernant la grossesse et la maternité. L'ABM, donc cette agence de biomédecine, procéderait à la vérification des conditions à réunir pour demander le bénéfice d'une GPA. Elle désignerait 2 experts psychiatres appelés à se prononcer successivement sur l'état des demandeurs et la solidité de leur projet parental. Au vu des résultats de cette vérification et de ces expertises, l'agence autoriserait le recours à la GPA et désignerait la génitrice après avoir recueilli son consentement par écrit.
Un droit de rétractation lui serait également reconnu. Les demandeurs seraient libres de choisir le centre de PMA agréé, appelé à concevoir l'embryon in vitro, avec ou sans don d'ovocytes d'une femme anonyme autre que la génitrice. Comme celle-ci, il ferait l'objet d'un suivi psychologique obligatoire tout au long de la grossesse et dans l'année qui suit l'accouchement. L'ensemble de ces dispositions permettrait d'assurer l'obligation de consentement éclairé autant pour la génitrice que pour les parents d'intention. Donc voilà un cadre qui est proposé. Au-delà de cette régularisation nécessaire au regard de leurs droits fondamentaux, la légalisation de la GPA ne saurait se concevoir sans une modification du droit de la filiation lui-même. En effet, il convient d'éviter les faiblesses de législation étrangère qui considèrent implicitement ou explicitement la gestation pour autrui comme légale sans pour autant prévoir une filiation automatique entre l'enfant né au moyen de cette technologie et là où les personnes y ayant recouru conformément aux droits applicables. Ainsi, aux Pays-Bas ou en Belgique, la GPA n'est pas interdite. Mais les bénéficiaires du geste altruiste de la génitrice pour autrui doivent entreprendre une procédure d'adoption après la naissance. Donc, ce qui est lourd. Donc, l'enfant serait avec nos propositions, l'enfant serait immédiatement déclaré à l'état civil par les demandeurs de la GPA, qui auraient seulement à justifier de la régularité de la procédure en produisant un certificat délivré par l'agence de biomédecine. Cet encadrement légal devrait prémunir contre les abus et les dérives cités plus haut. Les libres penseurs n'ont pas la naïveté de croire qu'une loi écartera toute infraction, mais ils sont conscients que l'absence de loi est dès aujourd'hui la porte ouverte à toutes les dérives et à toutes les inégalités. Voilà sur le sujet. C'est un sujet à débattre, un sujet de société, et nous sommes prêts à répondre à d'éventuelles questions sur notre site ou ici à Radio Libre en Périgord. Notre site, donc, www.lpdordogne.fr. Et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Et j'annonce donc d'ores et déjà, ou je le réannonce, le dimanche 4 octobre, notre réunion du Grand Sud-Ouest, qui sera sans doute à Saint-Léon-sur-l'Île. Au revoir. Vous venez d'entendre le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pouvez réentendre nos émissions sur Radio Libre en Périgord sur notre site www.lpdordogne.wordpress.com.